Salut l'équipe, on n'a pas toujours le compas dans l'œil, d'une part parce que ça fait mal, et de deux puisqu'il est toujours compliqué d'anticiper la saison à venir d'un joueur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'avais pas vu venir l'énorme saison de Kyle Lowry et son gros popotin, plus que jamais leader de l'équipe championne en titre et All-Star largement mérité. Et oui, je me suis donc trompé sur ce Raptor aux dents toujours longues. Après avoir touché le Graal en juin dernier après 13 saisons dans la Ligue, j'imaginais Kyle Lowry accueillir ce titre un petit peu comme une fin en soi, et donc faire la fête torse nu pendant des mois, Hennessy à la main façon J.R. Smith, ou comme moi, chaque vendredi pour fêter une simple fin de semaine. Gagner un titre NBA est à coup sûr l'aboutissement suprême d'une carrière. Après ce Nirvana, à 33 ans, le départ de Kawhi sans être favori cette saison, pas facile de trouver la motivation. Mais quand on a autant attendu pour être champion, le plus beau des hommages à un titre NBA est encore de le défendre de la plus belle des manières. Et cette saison, Kyle Lowry le fait magnifiquement bien. Bravo, patron. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. On est parti comme d'habitude pour une heure de NBA avec moi comme chaque semaine, mon acolyte, mon amour de toujours, Thomas. Comment ça va? Ça va impeccable. Une semaine sans NBA, je commence un peu à être... bon, il y a eu le Star Game, tout ça, mais de vrai NBA, je commence à en avoir un peu marre. Donc j'ai hâte que les matchs reprennent ce soir. Ouais, et puis cette semaine, on a la chance de recevoir une légende, je pèse mes mots, une légende du basket français, Amar Assi, joueur actuel du Paris Basketball. Amar, on est très heureux de te recevoir. Très heureux d'être accueilli ici. Ça fait longtemps que je suis l'émission et voilà, ça fait bizarre d'être ici aujourd'hui dans vos studios. Donc merci pour l'invitation. Tu sais qu'il y a plein d'anciens coéquipiers qui sont déjà passés dans ce canapé. Alors Steph, t'as pas joué avec lui, mais Stephen Brun était dans ce canapé. Si, j'ai joué avec lui. Ouais, t'as joué avec lui? Ouais, à Villeurbanne. À Villeurbanne, ah oui, c'est vrai, il est passé très rapidement. Thomas Laroukis, Ali Traoré est passé là aussi. Donc voilà, il y a une vraie tradition des anciens joueurs de l'Asvel. Oui, tout à fait, c'est vrai. Des joueurs de l'équipe de France aussi que tu as forcément croisé, mais donc un autre joueur, bon joueur de basket, on va dire ça comme ça, un bon joueur de basket encore sur notre canapé, on est content. Donc pour ceux qui connaissent pas Amar Assi, c'est donc un parcours en France formé à l'Asvel, passé par Le Mans, Orléans. Tu as failli aller en NBA, on en reviendra tout à l'heure dans le focus, on parlera de ta carrière et du Paris Basketball. Voilà, il y a plein de choses à raconter sur toi. On le fera tout à l'heure après le débat dans le focus. Un débat aujourd'hui sur les Clippers. Sont-ils toujours les grands favoris de la NBA? C'était notre impression un petit peu en début de saison. Est-ce que c'est toujours le cas avec cette saison qui peut susciter quelques interrogations? On y répondra dans le débat. Les news avec le bordel aux Cavs pour changer. Ouais. Kyrie Irving qui se blesse pour changer. Et le Hall of Fame 2020, il n'y a toujours pas mon nom, il n'y a pas le tien. Il y aura peut-être le tien un jour à... c'est sûr que non. Il n'y a pas d'espoir là. Non, c'est sûr que non. Et puis on finira, tu regardes l'émission par le traditionnel quiz. Tu flippais un petit peu que ça soit un peu après les années 2000. Franchement, en général, il mixe un peu tout. J'ai une petite chance si c'est aux alentours des années 90-2000, sinon c'est mort pour moi. Écoute, on verra ce que Tom Chiaravino nous a réservé. C'est bon les gars, on est bien installés? On est prêt? Presque. Non, presque, parce que je disais quelque chose. Oui. Que le dimanche 8 mars, tout à fait, la Fersim organise un tournoi avec Paris en Sport. Tout à fait. Donc on se retrouvera dimanche 8 mars à la House Factory de Paris. Malheureusement, les amis, eh bien, il n'y a plus de place, parce que c'est un tournoi de 3 contre 3. On aura une équipe, nous. Il y a 20 équipes qui seront au programme et il y a déjà plus de 90 inscrits. Donc, il n'y aura plus de place pour jouer au basket. Par contre, vous pouvez venir regarder, discuter avec nous et surtout mater le Lakers Clippers de 20h30, donc le match de NBA, ensemble avec des paris, avec des quiz aussi, des petits cadeaux à gagner et ainsi de suite, un peu de bouffe, un peu de tease. Bref, ça peut être très sympa ce petit dimanche 8 mars. Donc, on vous invite à venir avec nous donc à la House Factory. Voilà, l'annonce est faite, rendez-vous pris le 8 mars. On attaque donc avec les news. Cette fois, c'est bon.
C'est de plus en plus rare en NBA, mais ça arrive quand même encore un petit peu. C'est les coachs, Thomas, qui sautent. Cette saison, il n'y en a pas eu beaucoup. Et il y a eu forcément les Knicks avec Fizdale. Bien sûr. Évidemment, une équipe qui gagne. Et c'est au tour des Cavs où c'est un joyeux bordel cette année. Et c'est John Boeheim, l'ancien coach universitaire donc, de Michigan, qui se fait, qui saute pas vraiment, en tout cas, qui laisse son poste d'entraîneur en chef pour devenir scout. Et c'est finalement J.B. Bickerstaff qui prend les rênes de l'équipe. Encore lui, l'homme... Le savonneur professionnel, on l'appelle. L'opportuniste. Tout à fait. Donc, beau bordel quand même. Rappelle-nous un petit peu le passage assez ubuesque de notre ami John Boeheim aux Cavs. Tout à fait. Alors, il vient de Michigan, tu viens de le dire, donc coach universitaire de 67 ans. Donc, on connaît ce type de coach qui a travaillé... comme on dit. Un vrai Anciens, on va se mentir, donc qui accède là à la NBA avec son donc pédigré de coach universitaire. On sait que coacher une équipe NBA et coacher une équipe de NCAA, ça n'a absolument rien à voir, puisque en NCAA, le coach est la star, en NBA, ce sont les joueurs. Donc 54 matchs dans une saison évidemment très difficile. Ils sont derniers de la conférence Est avec un bilan de 14 victoires et 40 défaites. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties là via The Athletic, donc le média US, où depuis l'histoire, où il aurait dit à une conférence, enfin un après-match, enfin en tout cas avec les joueurs, une réunion avec les joueurs, il aurait dit thugs, donc thugs, gangster, voilà, voyou, on traduit ça comme ça, plutôt que slugs, puisque lui derrière a dit non, j'ai jamais dit ça, je voulais dire slugs, désolé, alors qu'il a vraiment dit thugs. Donc les joueurs ont dit mais mec, t'es sérieux ou quoi de nous prendre pour des cons? Il se foutait un peu de sa gueule dans son dos et aussi vis-à-vis dans les vestiaires, il mettait des musiques où il y avait donc de rap, où il y avait beaucoup de mots thug, donc pour se foutre de sa gueule, donc ambiance un peu chelou, quoi. Ambiance un peu curieuse, donc on a décidé de trancher dans... Il avait un contrat de 5 ans, enfin 4 ans, plus une dernière année en option, donc c'est quand même assez important de le virer à ce moment-là. C'est jamais simple, Amara, d'un coach formateur. On sait que les coachs universitaires sont formateurs, mais en France, on a vu un petit peu des exemples comme ceci. Quand on est formateur de jeunes joueurs pour les envoyer en pro, à être coach des pros, il y a quand même, c'est pas la même approche. Ah, c'est pas du tout la même approche, parce que comme tu l'as très bien dit, en université, c'est les coachs qui sont les stars, entre guillemets, et en NBA, c'est l'inverse. Les gens viennent pour regarder les matchs, mais en premier lieu pour voir les joueurs. Donc, je ne connaissais pas ce coach. Je pense qu'il avait pas mal de succès en université avec ses méthodes, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas transférer celle-ci dans le monde de la NBA parce que c'est un monde totalement différent. Gérer des adultes et des adolescents ou des adolescents ou des jeunes adultes, c'est quand même... Parmi les méthodes, il y avait un truc qui était incroyable. Alors, lui, il est un peu, on va dire, militaire. Alors, c'est-à-dire que beaucoup les gens universitaires s'entraînent beaucoup à la fac. Tu t'entraînes beaucoup. Il y a peu de matchs, ils arrivent tard dans la saison là-bas. En NBA, c'est l'inverse. Tu joues beaucoup, tu t'entraînes pas trop. Apparemment, lui, quand il est arrivé donc aux Cavs, déjà à la Summer League puis au Training Camp, il a beaucoup joué. Il a il s'est demandé beaucoup aux joueurs, en tout cas dans l'entraînement et ainsi de suite. Et en fait, les joueurs très rapidement ont fait mais mec, c'est pas comme ça peut pas marcher comme ça. Donc il y a eu une session dès le début. Et finalement, il n'a jamais réussi à recoller les morceaux avec ses joueurs. Et donc 54 matchs, c'est très peu, mine de rien, c'est une moitié de saison pour lui. Donc il reste quand même c'est très bizarre au sein de la franchise pour être scout. Donc de par son vécu universitaire, il va scouter un petit peu les éventuels bons coups à faire lors des prochaines drafts. C'est assez curieux. Et donc, c'est J.B. Bickerstaff qui avait déjà pris les Rockets, entre autres, les Memphis Grizzlies, avec un succès quand même tout à fait mitigé. Donc voilà, bonne chance en tout cas aux Cavs et aux fans des Cavs pour cette fin de saison. Bonne chance aussi à Kyrie Irving qui est de nouveau blessé à l'épaule droite, chiant, lui, out indéfiniment. Donc, il a déjà raté 26 matchs. Amara, c'est un joueur que t'aimes bien déjà, Kyrie Irving, toi? Oui, je l'apprécie beaucoup, notamment quand il était à Cleveland, justement. C'est vrai que là, maintenant, il est aux Nets pour un nouveau challenge. Il est orphelin de Kevin Durant. Forcément, je savais que ça allait être une saison compliquée. Bon, sur le plan mental, en tout cas. Mais là, il s'avère qu'il a pas mal de pépins physiques. Donc, je ne sais pas si le mental joue aussi sur ça. Mais c'est une saison compliquée pour Kyrie Irving, c'est sûr. Il y a un peu les deux, entre ce côté mental qui atteindrait le physique. Une fois, dès le début de la saison, il y a eu quand même des petits soucis de comportement. Les gens des Nets ont été surpris, moins ceux de Boston, qui pendant 2 ans l'ont vu et n'ont rien fait pour le retenir. Il y a quand même un espèce d'une ombre au tableau autour de l'attitude de Kyrie Irving qui, donc, une nouvelle fois, se retrouve sur le flanc. Oui, parce qu'on peut parler de l'attitude, mais là, tu peux être dans une mauvaise attitude, être très fort sur le terrain, faire gagner ton équipe, ça peut arriver. Là, le problème, c'est qu'il ne joue pas de match.
Alors, on sait qu'il est injury prone depuis le début de sa carrière. On se rappelle sa saison à Duke où il joue très peu de matchs, moins de 10 matchs, 11, ouais, j'allais dire moins de 10 matchs, un de plus du coup. Il finit quand même premier de la draft, ce qui était normal au vu de son talent. Mais depuis qu'il est en NBA, toute sa life, il est tout le temps blessé, quoi. Il rate 10, 15, 20, 30 matchs. Là, cette saison, il a joué 20 matchs sur 53. C'est une catastrophe pour un joueur donc fragile, hyper talentueux, mais fragile. Et quand tu es quand tu es les Nets, c'est normal de l'avoir signé parce que, voilà, au vu de ce qu'il apporte et tout, mais très rapidement, tu peux rentrer dans un truc, s'il joue pas les playoffs, s'il joue pas les grands moments attendus par la franchise, ce sera peut-être un très mauvais choix sur la longueur pour la franchise. On rappelle que les Nets sont en lutte, ils sont 7e, il me semble, de la conférence Est, ils sont en pleine lutte pour les playoffs, et forcément, la perte de Kyrie Irving, c'est compliqué, même si on se souvient que sur sa première absence, Dinwiddie avait explosé. Aurait dû être le star. Et les Nets avaient gagné des matchs. Ouais. C'est tout un petit peu, des fois, les surprises de ces équipes NBA. On finit avec, alors, c'est marqué sur le conduit, Polo qui m'a mis. Ah, non, Hall of Fame. Il y a le Hall of Fame. Oui, attends, tu vas trop vite. J'ai trop envie, je comprends pas ce que c'est cette info. Bref, on va sur le Hall of Fame 2020 et donc les élus sont sortis avec évidemment Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett. Pour les joueurs. Ouais, c'est marrant de voir ces trois, Amara. C'est la même génération, un petit peu, Bryant, Duncan et Garnett. Et donc ça laisse un petit peu, ça laisse forcément des souvenirs des joueurs qui ne jouent plus depuis peu, mais c'est toute une génération finalement qui a quitté la NBA avec laquelle nous on a grandi. Je pense que personne ne peut contester leur entrée au Hall of Fame. Déjà, ça, c'est le premier point. Puis, moi, personnellement, c'est 3 joueurs qui m'ont marqué. Parce que ça faisait, quand ils sont arrivés en NBA, ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à jouer au basket. Et les 3 m'ont inspiré chacun à leur manière. Même si c'est sur un poste différent avec Kobe, c'est des joueurs qui nous ont influencés, qu'on le veuille ou non. Parce que voilà, ils avaient un tel talent, un tel QI basket, ils ont gagné, c'était des leaders à leur manière. Des MVP. En puissance, ouais. Non, franchement, ça fait plaisir, surtout pour Kobe qui nous a quittés, paix à son âme. Ça fait plaisir de les voir rentrer au Hall of Fame, mais c'était une évidence pour tout le monde. C'est clair qu'on ne peut pas contester le fait que ce soit first ballot, comme on dit, puisque c'est une élection. Donc quand tu vas au Hall of Fame, on doit voter pour toi. Et donc, il y a d'autres joueurs qui étaient mis en balance. Chris Webber l'était. Chris Bosh aussi a dit « je suis un peu frustré et tout, parce que je suis un compétiteur ». Bon, ce qu'on peut comprendre au vu de sa fin de carrière. Mais là, on a en présence 3 monstres. On disait 3 MVP, il n'y a absolument rien à dire. 3 MVP, 3 champions. 3 champions, ouais, un meilleur défenseur de la saison. Enfin bref, 3 joueurs qui ont clairement marqué. Je parle de Garnett, moi. Duncan n'est pas champion. Il y a les par rapport d'eux, il y a que il est champion olympique, Garnett. Il l'est ou pas? Ils le sont tous. Oui, bien sûr. Sauf Duncan n'est pas. Duncan ne l'est pas, absolument, oui. Et ce que ça dit aussi, c'est que c'est la fin d'une génération, la génération de la fin des années 90, 2000, 2010. Ouais. Voilà, souvent on le dit, là, tu vois, il reste que Vince Carter de cette époque, mais ça, ils sont tous partis, les T-Mac, les Paul Pierce, les Shaq. Shaq, c'est un peu avant peut-être, mais voilà, toute cette génération, en tout cas moi, avec laquelle j'ai grandi encore plus que vous, donc vraiment quand j'avais 10 ans, voilà, c'est l'apothéose d'une carrière, c'est l'entrée au Hall of Fame. Quelque part. Donc ça va être cool, et c'est vrai que le truc avec Kobe à titre posthume, j'imagine que ça va être encore hyper poignant dans l'émotion et tout ça, mais ça va être une super cérémonie, j'en suis sûr, bien sûr. On a bien vu déjà au All-Star Game que les hommages à Kobe savent faire. Donc là, pour pour le Hall of Fame, ça sera assez incroyable. Donc on finit avec cette fameuse info. Je vois Curry coquin. Alors Polo, dis-moi ce que ça veut dire. En régie, en vrai, j'ai pas compris. En ce moment, donc Steph Curry qui devrait revenir au mois de mars, c'est un petit peu l'info qui court. Mais qu'est-ce que ça veut dire Curry coquin? Ah ouais. Quand Stephen. D'accord. Donc c'est pendant le All-Star Game, Steph Curry se fait quelques vacances avec Madame et il a l'air apparemment très content. Très content. Tout le monde l'a vu celle-là. Ouais, tout le monde a fait un focus. C'est pas très Steph Curry de faire ça. Non, c'est clair. Ça a surpris tout le monde. Hein. Bah ouais, lui, il est très pieux, très famille et tout. Là, il nous a envoyé une photo avec Aïcha où clairement, on va dire, il a bandé. Hein. Ni plus ni moins. Je voulais pas le dire, mais il a mis molle. Voilà. Bon, merci Polo en tout cas pour cette belle dernière news. C'est parfait, c'est le moment justement après cette petite mimolette de gagner un petit peu d'argent avec les paris Parions Sport.
Les matchs NBA reprennent ce soir. Donc hier, on ne vous a pas posé de questions forcément sur la nuit puisqu'il n'y a pas eu de match. Et donc Thomas, cette nuit, on reprend les bonnes habitudes. Tout à fait. Donc il y a donc un pari pour toi sur 3 matchs, je crois, 2 pour moi. Et enfin une petite cote boostée. On va faire ça vite fait. Tu peux nous dire si tu es plutôt d'accord avec nos petits paris. Alors voici mon premier pari. Regardez, donc 2 matchs. J'ai parié sur une victoire de Memphis à Sacramento, côté à 1,70. Pourquoi pas, on aime. Jamorant, De'Aaron Fox, tout à fait. Un beau match. Et puis Memphis est bon en ce moment. Et donc toujours en course pour les playoffs. Et puis pour la petite remise en route, le MVP en puissance, le meilleur joueur de la saison, Giannis Antetokounmpo, qui va marquer 30 points en plus face à Détroit de Sekou Doumbouya à 1,80. Ça me donne 3,51 pour ces 2 matchs-là. Franchement, je ne vais pas dire que c'est cadeau, mais en tout cas, moi je vais mettre 10 balles là-dessus. Comme chaque jeudi. Je commence à faire beaucoup. Ah oui. Alors moi, je vais tenter un petit peu plus compliqué, comme d'habitude. Bon courage, hein. Ouais, donc je vois une victoire de Houston de plus de 10 points face à des Warriors qui, même si Steph Curry a l'air en grande forme, ne joue toujours pas. Et donc l'équipe est plutôt pas en bon état cette saison. Donc victoire des Rockets de plus de 10 points. Je vais enchaîner avec une victoire des Bulls à domicile face aux Hornets. Oui. Et ensuite, je vais finir avec une belle petite affiche quand même entre les Sixers et les Nets. Et je vois victoire des Sixers de plus de 7 points. Sans Kyrie Irving, Sans forcément, Kyrie Irving, Brooklyn. forcément, donc on va voir. Mais on a vu qu'ils étaient bons aussi sans Kyrie Irving, que dit Windy. Bref. Donc le tout pour une cote de 5,13. Donc voilà, les amis, entre les paris Thomas ou les paris d'Erwan, à vous de faire le choix. Moi, je vous dis pas qu'il faut aller évidemment avec moi pour récupérer un peu plus de pognon. C'est pour la team parieur, c'est pour Voilà, la famille, c'est pour tu la connais. team. On a une cote boostée pour finir. Ouais, une cote boostée sur une des stars de NBA, c'est Joel Embiid, donc dans le match que tu as vu tout à fait. Donc Joel Embiid va marquer plus de 24 points, donc la cote est boostée de 1,90 à 2,50, chers amis, donc n'hésitez pas à aller dessus, c'est face à Brooklyn. Voilà. Parfait. Allez, bon courage à vous et on passe tout de suite au grand débat sur les Clippers. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Les Clippers sont-ils encore le grand favori de la saison NBA? On se souvient que cet été, à Mara, ils avaient réussi d'énormes coups, j'allais dire le gros coup, mais non, ils en ont réussi beaucoup. L'arrivée déjà de Kawhi Leonard en free agent en provenance de Toronto, et puis cet échange improbable, on envoie Galino Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander pour récupérer Paul George. Rien que ça. Et à une équipe qui était plutôt cool déjà l'année dernière à voir avec un bon coach, ils ont rajouté 2 méga stars. Est-ce que toi déjà, dès cet été, tu voyais les Clippers comme les grands favoris de cette saison? Oui, forcément. Comme la plupart des gens, c'est sûr. Parce que, comme tu l'as souligné, la saison dernière, elle était excellente pour eux. Là, ils rajoutent 2 mégastars, mais c'est pas que ça. C'est le fait aussi que ces 2 mégastars sont altruistes et ces 2 mégastars défendent. Donc forcément, c'était une vraie plus-value pour 2 vraies plus-values pour cette équipe. Après, c'est clair que pour le moment, ils font le job, mais c'est pas ce qu'on attendait. Mais c'est sûr qu'ils vont être au rendez-vous en fin de saison, c'est certain. Pourquoi vite fait, pour aller dans ton sens, Samara, pourquoi tout le monde disait aussi qu'ils étaient favoris? C'est que mine de rien, l'éclatement des Warriors, donc l'immense favori de chaque saison, n'existait plus. Ouais. Alors on ne savait pas que ça allait être une saison aussi cata, mais quand il n'y a plus KD et que Klay Thompson n'est pas là toute la saison, forcément tu baisses de niveau. Et le champion en titre perdait son meilleur joueur. Ouais. Donc forcément Kawhi à Toronto. Donc il y avait aussi ce côté, toutes les cartes sont redistribuées. Certes les Lakers s'étaient renforcés avec Anthony Davis, mais au vu de l'effectif et de ce qu'ils avaient prouvé, le coaching staff, le fait que ce soit très bien géré au sein de la franchise, c'était le favori pour a priori tout le monde. Justement, on parlait donc. Tu es d'accord, j'espère. Ouais, oui, non, mais moi je suis d'accord. Moi j'ai mis les Lakers champions. Oui. Parce que bon. je sens le. Moi j'ai mis Philly. Parce que pour moi, le duo Anthony Davis, LeBron James, pour défendre un playoff, à mon avis, ça va causer beaucoup de soucis. Mais ce qui est sûr, c'est que les Clippers auront les armes. Justement, on va aller un petit peu sur cet effectif. Cette semaine, Reggie Jackson est venu rejoindre l'effectif des Clippers en provenance de Détroit, où il n'a jamais assumé son rôle de meneur option numéro 1-2 bis. Buyout, hein. Voilà, buyout. Détroit, c'est important, il vient pour rien. Ouais, c'est ça. Il n'empêche que ça reste un joueur de talent qui vient s'associer à Pat Beverley et à Lou Williams. Qu'est-ce qu'on pense de cette signature? On voit là sur le tableau. Qu'est-ce qu'il va apporter? Du playmaking sur pick and roll. Là-dessus, on sait que c'est sa qualité première. Décharger un petit peu Lou Williams, qui, ces derniers temps, est passé au travers de quelques matchs, ça lui arrive rarement, c'est pour ça qu'on le souligne. Et puis surtout, on a l'impression que dans un rôle secondaire, donc en sortie de banc, c'est peut-être là où il va être le meilleur, déchargé d'un rôle de leader.
Ouais, non, mais évidemment, c'est une grosse addition pour moi. On aurait pu imaginer qu'il aille du côté des Lakers. On sait qu'il cherche un meneur, peut-être pour un passeur rondo. On a parlé d'Aaron Collison. Bref, il a choisi d'aller aux Clippers. Il y a une affaire d'agent, parce que son agent est très proche aussi de Paul George et que ça fait longtemps qu'il n'avait pas bossé avec les Lakers. Donc il y a tout ça à mettre en place. Lui, il repart dans la conférence Ouest, mais surtout il va à LA dans un effectif pléthorique, certes, mais où il a un profil un peu différent des autres. Parce que le Williams, c'est un attaquant pur, très fort sur pick and roll, très fort pour lui, ou très fort pour Montrezl Harrell, mais pas trop pour les autres. Lui, c'est plus un meneur de jeu, c'est un scoreur, mais un vrai meneur de jeu. Un vrai meneur de jeu. Donc, il va apporter un truc différent, il peut lui aussi défendre, et donc il va surtout décharger le Williams de beaucoup trop de création quelque part pour la seconde unit. Et donc pour ça, tu vois, si le Williams c'est pas très bon, tu auras Reggie Jackson. Reggie Jackson et le Williams, ça peut marcher. Le Williams sera dans un rôle de vrai deuxième arrière, peut aussi performer. Donc c'est une addition qui, au pire, coûte rien. S'il est pas bon, je me mets un peu sur le tech, c'est pas grave. Ils ont carrément 2-5 majeurs, hein, les Clippers. Absolument. C'est ça qui est impressionnant. Et ils ont un grand coach aussi, avec Doc Rivers. Ça peut faire la différence, mais après, toi, tu l'as très bien dit, les Lakers, forcément, vont contester ça et vont vouloir montrer le bout de leur nez. Mais moi aussi, je vois une troisième équipe qui peut... On va y arriver tout à l'heure. Trouble fait, voilà. On va rester d'abord sur les Clippers et on va finir. Moi aussi, je pense qu'on pense à... Je sens qu'Atlanta est chaud. Je pense qu'on pense à la même équipe. Justement, cet effectif, je trouve qu'il y a beaucoup de bons joueurs. C'est vraiment un effectif plein. Il y a beaucoup de mecs qui aiment marquer des paniers. Est-ce qu'il y a assez de soldats? Et on sait, quand on voit Toronto la saison dernière, est-ce qu'il y a assez de mecs capables de se mettre en mission pour les autres? Donc là, on voit le pourcentage usage. Et là, tu parlais de l'altruisme. Pourcentage, donc le pourcentage de joueurs de l'altruisme. Et là, ça illustre bien ce côté-là. Alors en fait, le truc quand tu dis qu'il y a 2-5 majeurs, on va le dire, parce que c'est vrai qu'on le dit pas, mais donc tu as Pat Beverley, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris et donc Zubac dans le 5 majeur, qui peuvent être remplacés par Reggie Jackson, Lou Williams, j'ai déjà Draymond Green, n'importe John Michael Green, Montrezl Harrell, Pat. Il y a aussi Landry Shamet. Donc tu as une grosse dizaine de joueurs qui peuvent jouer 5, pas 5 et ainsi de suite, mais beaucoup de porteurs du ballon, effectivement. Donc quand tu regardes le 5 majeur, Pat Beverley est le seul qui peut se mettre un peu en retrait en disant moi j'ai pas besoin de la balle, je peux prendre des tirs en bout de chaîne. Bon, Zubac aussi, mais Zubac c'est pas un top player non plus. Donc moi si ça me pose un problème dans le 5 majeur, je pense que Marcus Morris c'est pas un bon choix de l'avoir recruté pour être une troisième option, on va dire, dans ce 5 majeur, parce que c'est exactement le même profil que les autres. C'est-à-dire que Kawhi, qui est le plus fort, Paul George et lui sont très forts sur le shoot extérieur, très forts sur l'ISO, mais surtout jouent très peu sans ballon. Paul George est capable de prendre des écrans, mais c'est pas un joueur sans ballon. Il a besoin de la balle pour vivre et ainsi de suite, on est d'accord. Kawhi, j'en parle même pas, il est très fort sur pick and roll et pour les autres. Et Marcus Morris, pareil. Moi, j'aurais aimé que le troisième larron soit un mec qui soit dans les backdoors, dans les fenêtres, s'ouvrir, prendre des pics, loin du ballon et sont en bout de chaîne, plus qu'un autre mec comme Marcus Morris qui a besoin de la balle aujourd'hui pour être très fort quelque part. Qu'est-ce que tu en dis, Erwan? Mais moi, je suis assez d'accord. Ils ont pris quand même un mec qui arrivait des Knicks, qui était meilleur scoreur des Knicks, qui avait beaucoup la balle, qui a pris le pouvoir d'ailleurs aux Knicks. C'était pas lui qui était censé être la première option des Knicks, c'était Julius Randle, et c'est quand même lui qui s'est retrouvé à mettre quasiment 20 points par match. Là, il sera plus dans un rôle comme à Boston. Voilà. Là, il se retrouve dans un rôle un petit peu plus comme à Boston où il avait été très bon. Il n'empêche. Et tu parles du jeu sans ballon. Et on a vu encore, moi j'aime bien prendre l'exemple de Toronto, que les Anunoby, par exemple, des mecs arrivent à vivre sans ballon. C'est assez important. Et Marcus Morris n'a pas complètement ce profil. Non. Et l'expression qu'aiment dire les coachs à Mara, c'est qu'il n'y a qu'un ballon sur le terrain. Et c'est important que des mecs arrivent à être en bout de chaîne et vivre sans ballon. Mais après, peut-être que le coach va trouver la bonne formule pour faire en sorte que tout le monde arrive à cohabiter. Mais moi, je suis certain qu'ils vont quand même faire la différence parce qu'en play-off, quand tu as un effectif comme ça, tu peux gérer les temps de jeu, le danger peut venir de partout. C'est compliqué à défendre quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de porteurs de ballon, mais ils ont quand même un talent immense. Ils ont quand même un talent immense et on sait qu'en NBA... le 1 contre 1 fait beaucoup la différence. Toi, en ta carrière, tu as joué donc, dans des grosses équipes, Lasvel, Monaco, cette dernière saison. Quand il y a beaucoup de forts joueurs, donc aussi d'ego, est-ce que, ça s'est bien passé parfois, moins bien d'autres, est-ce que toi, tu as eu la sensation que ces égos-là étaient gérables, en fait? Est-ce que c'était gérable ou est-ce que, quoi qu'il arrive, c'est voué à péter? Bah non, ça dépend du coach. Moi, je sais que
à Monaco, le coach il gérait plutôt bien ses joueurs. Et les rôles étaient définis, chacun connaissait son rôle. Chacun pouvait mettre 20 points à tous les matchs, mais le problème c'est que il y a des rôles, il y a une hiérarchie, donc il faut connaître le sien et voilà, de rester dans ce que tu dois faire pour aider l'équipe à gagner, adapter ton jeu aussi. C'est ça l'intelligence qu'il faut avoir quand on est professionnel. Parce qu'on peut tous mettre des points, mais le problème c'est qu'il y en a qui le font mieux que d'autres. Oui, il faut en avoir confiance. Voilà, Quand t'es celui qui est moins bon. C'est l'intelligence qu'il ouais. faut avoir et je pense que c'est ça qui fait le succès des grandes équipes. C'est une équipe quand même sur laquelle, sur le papier, c'est vrai qu'on est forcément en envie d'être dithyrambique, mais il y a quand même 2-3 petits axes d'inquiétude, en tout cas de questionnement. Il y a notamment l'état de santé de Paul George, qui, on le voit là, qui sort l'année dernière d'une saison, sa meilleure saison en carrière. Il était dans la course au MVP jusqu'au mois de mars, quasiment, on se souvient, et sa blessure à l'épaule. Là, on voit cette année, la baisse statistique en points, elle s'explique, parce que jouer à côté de Kawhi, forcément, tu vas avoir moins de ballons et tu vas mettre moins de points, mais on le retrouve par séquence, mais on a l'impression qu'il a du mal à enchaîner les matchs, Paul George, cette saison. Ouais, les stats, c'est pas un problème. S'il fait ces stats-là et qu'il a manqué aucun match, c'est pas grave. Tout va bien. Ouais, enfin, tout va bien, on peut en discuter, mais les mecs blessés qui ne sont pas à 100%, qui reviennent, qui jouent 5 matchs, qui sont reblessés pendant 10 jours, 2 semaines, on en a parlé pour Kyrie là, pendant les news, Paul George, il a une saison, je vais dire dramatique, c'est pas du tout le mot, mais inquiétante, ouais. Moi, je suis inquiet pour Paul George, parce que Paul George a un âge où il doit être en pleine possession de ses moyens. Il a 29-30 ans cette année, il joue dans une équipe où le titre est l'objectif. Ouais. Ils ont besoin de lui à 100% s'ils veulent aller chercher le titre. Alors certes, il y a un monstre à côté, et je pense d'ailleurs que quand on parlait des égos, Paul George, naturellement, dans la hiérarchie, il est juste derrière Kawhi. Ça veut pas dire qu'il va mettre 40 points dans un match, hein, mais il est naturellement derrière. Et ça, c'est quand même des automatismes, au vu de l'effectif, qu'ils doivent trouver pendant la saison régulière et pas en play-off. Donc moi, je suis vraiment inquiet par le rôle de Paul George à cause de ses blessures, pas à cause de son niveau quand il joue. Tu partages ta vie, toi, Amar, le fait qu'il n'arrive pas à enchaîner des matchs et du coup de ne pas jouer non plus, de ne pas créer plus d'automatisme avec Kawhi? Je suis tout à fait d'accord avec Thomas, mais je n'avais pas remarqué qu'il avait loupé autant de matchs. 21 matchs, c'est énorme. Il a raté quasiment tout le début de saison. Ouais. Il est revenu. Ils ont vraiment pris du temps pour son épaule. C'était du management ou c'était vraiment... Non, il est soigné vraiment. Il est ses blessures. Il y a un peu des deux, mais au début, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pu commencer et qu'après, ils n'ont pas forcé non plus. Ils voulaient vraiment qu'il revienne à 100%. L'épaule star à cause de ça. Ouais. Mais bon, ça, c'est oui, mais ça fait partie de la saison. Tout à l'heure, tu as dit un truc très intéressant. Tu dis on s'attendait à mieux. Et c'est vrai qu'on n'est pas inquiet pour les Clippers, mais quelque part, cette saison régulière-là, on a l'impression qu'ils ne forcent pas. Comme si c'était une équipe qui était déjà double championne en titre et que voilà, ils connaissaient le chemin. Ça me fait penser aux Warriors il y a 3-4 ans. Ouais. Tu vois, ou les Lakers 2002. Voilà, alors qu'en fait, cette équipe, elle est nouvelle. Quand tu rajoutes 2 mégastars comme ça, c'est une équipe nouvelle. Alors certes, Doc Rivers a été champion NBA, Kawhi Leonard est champion NBA et MVP en titre, double champion NBA même. Donc c'est un peu curieux, cette équipe, elle est nouvelle, mais à la fois, elle a plein d'expérience et donc on a l'impression qu'ils gèrent cette saison régulière. Est-ce que de trop la gérer, ça peut leur poser des problèmes en play-off où c'est là où il faudra vraiment avoir, on en revient, des vrais automatismes? Ouais, ça peut poser souci, c'est sûr, parce que comme l'a dit Thomas, il faut qu'ils prennent des automatismes. C'est une toute nouvelle équipe. Malgré tout le talent qu'elle peut avoir, cette équipe, il faut que les joueurs aient l'habitude de jouer ensemble, de connaître les défauts et qualités de chacun, même s'ils les connaissent, mais c'est toujours mieux d'évoluer ensemble sur le terrain, de communiquer. Sachant qu'on s'entraîne peu en NBA. C'est clair. En plus, c'est vrai que ça peut faire la différence, effectivement. Il y a une stat qui pour moi, sacralise un petit peu ces petites inquiétudes qu'on peut avoir sur les automatismes. C'est en déplacement, ils sont à 15 victoires pour 13 défaites. Et on pourrait dire que du coup, ils sont bons à domicile. Ils sont très bons à domicile, ils ont 22 victoires pour 5 défaites. Mais s'ils n'ont pas l'avantage du terrain... Là, ils sont 3e aujourd'hui. Donc, si on imagine sur une éventuelle finale de conférence, tu n'as pas l'avantage du terrain. C'est pour ça que j'ai du mal à me... J'arrive pas à être inquiet, mais en même temps, je me dis qu'il y a tous les voies ne sont pas ouverts. Voyager aussi mal, parce qu'une équipe comme les Clippers, qui a à peine à plus de 50% de victoire à l'extérieur,
c'est pas spécialement rassurant. Et on sait, Amara, que pour gagner des titres, Ouais. bien voyager, c'est archi important. Ah, ça, Ouais, mais bien voyager en playoff, c'est faire des coups. Et j'ai aucune crainte qu'ils soient capables de faire des coups. Moi, elle m'inquiète pas trop cette stat, parce que donc ils sont à 22-5 à domicile, et que la réalité, c'est que quand ils sont dans les road trips, les machins et tout, ils passent leur vie à reposer des mecs. Ouais. Non, toi tu joues pas, non, toi t'es blessé et tout. Donc forcément, c'est un peu tronqué. Le fameux Moi- load management. Tout à fait, le fameux load management, t'as raison. Là où c'est pas une inquiétude, pas du tout, mais en tout cas, dans mes attentes de début de saison, je me disais, c'est une équipe qui va être incroyable défensivement. On en a beaucoup parlé en disant, quand tu prends pièce par pièce et que t'es dans le Touquet, eh ben, c'est peut-être la meilleure équipe défensive qu'on ait jamais vue. J'ai aucun souvenir d'avoir autant de si forts joueurs sur tous les postes. Alors, sans dire que c'est la meilleure équipe, je vois dans les commentaires, dites-nous d'ailleurs si c'est la meilleure équipe de tous les temps sur le papier, mais ils ne sont que, je mets que, 6e défense au rating. On n'a pas vu encore. J'ai pas vu un rouleau compresseur défensif Moi, encore, je l'ai vu, tu vois. je l'ai vu contre le deuxième match contre les Lakers, où là, j'ai vraiment senti que ils s'y sont mis défensivement. Mais c'est vrai que sur la durée, Amara, on n'a pas encore vu cette équipe des Clippers donner La pleine puissance. la pleine puissance de cette défense qui avait en pointe Pat Beverley dans les ailes, Kawhi et Paul George. Ça doit être quand même. Bah ouais. On n'a pas encore complètement vu ça. Est-ce qu'ils sont pas trop faciles un petit peu peut-être. par le load management, par de laisser Ouais. filer des matchs? Peut-être, et ça, c'est ce qui peut leur jouer des tours. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils jouent plus de matchs ensemble, qu'ils parlent plus, et qu'ils aient plus l'habitude d'échanger, de faire des switches, de communiquer, que ce soit en attaque ou en défense. Donc la défense est aussi importante. Et avec tout le talent qu'ils ont défensivement, si chacun défend dans son coin, ça peut pas le faire. Il faut qu'ils défendent en équipe. Et pour ça, il faut qu'ils aient un maximum de vécu ensemble. Là, de toute manière, la dernière ligne Mais oui, droite, c'est ça, la on a saison passé l'All-Star régulière, break, hein. c'est maintenant que ça se joue. Là, on est en train de voir les matchs manqués par les joueurs les plus importants de l'effectif. Donc, Paul George, voilà, c'est énorme. Sur 55 matchs, 21 manqués. Landry Shamet aussi a été pas mal blessé, alors que c'est important. Il a un profil un peu différent des autres. Pat Beverley et Kawhi Leonard, une quinzaine. Lou Williams et Montrezl Harrell, eux, de toute manière, dans tous les cas, leur but, c'est d'être 6e homme ensemble Ouais. et donc, de l'année. Et donc, ils jouent tous les matchs. Mais ce qui est important dans cette dernière ligne droite, au-delà du bilan comptable, premier, deuxième, troisième, parce que dans tous les cas, personne ne voudra tomber contre eux, c'est d'avoir des certitudes. Certitude défensive, on l'a dit, à voir comment ils arrivent, et certitude de hiérarchie d'équipe. Parce que les temps de jeu, Elle n'y est pas la hiérarchie, tu trouves? si elle y est, elle y est, oui, parce que Kawhi est numéro 1. Mais derrière, je trouve que c'est un peu le foutoir, c'est-à-dire que leur Quand, seconde quand unité... Paul Paul George est en forme, et il l'a montré quand même, il a fait des sorties quand même archi convaincantes, il a mis des tirs pour la gagne, Oui. il a mis des cartons. Je crois que vraiment le numéro 2 derrière, ça reste Bien sûr. quand même Paul George. Oui, mais en cours des saisons, tu fais un changement aussi important que l'arrivée de Marcus Morris, plutôt que des gens au sacrifice comme était Moracles ou J. Michael Grill. Tu vois, c'est des questions, ou Patrick Patterson qui demande rien à part des tirs ouverts de temps en temps. Donc tu amènes un autre mec, donc c'est encore des ajustements. Ton second unit avec Reggie Jackson, qui d'après moi est une vraie bonne recrue, bah mine de rien, tu as un one-two punch hyper fort du second unit. Mais quand tu as ton second unit, donc Lou Williams contre Elzarel, et que tu as Kawhi, sans dire comment tu joues, parce que je vois comment ils vont jouer, mais il y a quand même 2-3 certitudes de fin de match qu'ils n'ont pas. Parce que dans les gros matchs, à part contre les Lakers, je pense aux Bucks, et on va en parler après, ils ont pris au moins une méga roost et tout le monde était là. Donc, il y a des certitudes, il reste un mois et demi, 2 en train mois. de me dire que ce poste 3 au sacrifice, 3-4 au Allez, sacrifice, un ailier. qu'il fallait chercher, c'était Amarassi en fait. Non, C'est un joueur d'ISO. ça se passait Non, bien. c'est encore un joueur d'ISO, lui. ça se passait bien jusqu'à présent. Commence pas. Tu veux mettre un autre mec qui joue de l'ISO et tu vas comprendre. Non, mais attends. T'es dans le profil, t'es dans le profil, non? laisse-moi Peut marquer des paniers, fort défenseur, peut jouer sans ballon, on est dans le profil, non? Paris Basketball, oui. Donc justement, on parlait tout à l'heure des concurrents directs, les équipes qui peuvent éventuellement taper les Clippers. On pense forcément aux Lakers. Et toi, tu pensais Aux Bucks. aux Bucks, évidemment. Ah oui. Donc on va commencer par les Lakers. C'est l'équipe la plus cool du monde. Non, mais d'accord. C'est toi, mais parce qu'ils pourraient se retrouver en finale de conférence les uns contre les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les Nuggets, les Rockets ou autres équipes de la Dallas, conférence Ouest, si vous ou voulez. Dallas. Mais on a l'impression quand même que c'est les deux équipes les plus en place pour le moment de cette conférence. Demain, s'il y a un Lakers-Clippers, Samara, tu mettrais une pièce sur qui? Ah, franchement, C'est dur. moi, déjà, je suis pas bon en Paris, mais Parce que les Lakers, bizarrement, on a l'impression Clippers- qu'eux jouent Peut-être les ensemble Clippers. souvent. Ah oui. Les Lakers jouent ensemble souvent, ont un peu plus de certitude, moins de talent si on prend joueur par Ouais, joueur, ouais, mais c'est pas moins de talent, mais plus de certitude, j'ai l'impression. collectivement, les Clippers, chacun sait ce qu'il doit faire. Hein. Chacun sait ce qu'il doit faire. En plus, ils ont l'expérience de la saison dernière. Forcément, ils voudront aller beaucoup plus loin. Il y a Yanis qui est juste
inarrêtable. Et je pense qu'il est encore Je parle plus pour les fort. Bucks là. Oui, Il est d'accord. encore plus, ouais, il est encore plus fort que la c'est ça. saison dernière. C'est ça qui fait peur. Et je pense qu'ils sont vraiment déterminés et qu'ils veulent vraiment aller au bout. Ce qui est dingue dans les. Quand tu prends. Admettons qu'ils soient 3 pour une place aujourd'hui, donc Bucks, Lakers, Clippers. Quand tu prends les confrontations directes, les Bucks ont démonté les Lakers. On démontait les Ont Clippers. battu une première fois, c'était 129-124 tout début de la saison. Il y avait ni Kawhi ni Paul George, ils les avaient battus à l'époque. Et donc il y avait cette confrontation en décembre où on était très curieux de voir comment les Clippers allaient jouer contre les Bucks. Il y avait 30 points d'écart. 30 points et une pilule, mon pote. Bah, regarde, on voit cette image-là. Une pilule comme. Waouh! Non, c'est J'ai dit, sérieux. ça avait été extraordinaire. Les Bucks étaient dans l'état d'esprit vraiment rouleau compresseur. On aime cette idée de quand tu progresses, tu tapes tes concurrents direct. Quand il y a Clippers, Lakers, donc il y a eu 2 matchs. Le premier match de la saison qui était un peu chelou, les Lakers avaient joué 100% Anthony Davis, on n'avait pas compris. Et le match de Noël où c'était beaucoup plus serré et où les Clippers avaient encore une fois gagné. Il y a eu un match annulé juste après la mort de Kobe. Donc ce match-là sera là dans quelques jours. Donc ce sera une nouvelle étape pour nous, comment vont se comporter les Clippers. Mais quand on fait la comparaison sur une série de playoffs, moi je le pense, depuis que j'ai vu les 2 matchs, que les Clippers sont une meilleure équipe de fin de match parce qu'ils ont plus d'atouts pour mettre des gros tirs que Kawhi, Paul George, Lou Williams, Montrezl Harrell dans les ouvertures, dans les flashs et ainsi de suite. Reggie Jackson pourrait avoir son mot à dire, alors que les Lakers sont condamnés, mais vraiment condamnés, à ce que LeBron soit extraordinaire en fin de match. Il peut l'être. À voir sur une série. Parce qu'Anthony Davis est bien défendu. Ils n'ont pas réglé, les Lakers, non, c'est un autre débat, mais les Lakers n'ont pas réglé le problème d'avoir un deuxième playmaker. Bah ouais. Rajon Rondo, pour l'instant, je pense qu'il est plus proche de la Nationale 3 que des playoffs NBA. Non, mais c'est vrai, c'est lui qui devait avoir ce rôle de deuxième playmaker pour alimenter tous les shooters autour. Il n'est pas du tout au niveau. Non. Et donc, c'est vrai que tout repose maintenant la création sur LeBron James. Donc, ouais, non, c'est clair. Donc, moi, aujourd'hui, je mets les Clippers, je mets une place sur les Clippers. Après, quand tu t'avances dans les match-ups, qui va défendre face aux Bucks? Putain, les Bucks, j'ai du mal. Les Bucks, moi, ils m'impressionnent. Hein. Ils sont impressionnants, ça c'est sûr. C'est moins glamour. C'est moins glamour. Bon, seul là quand même maintenant. Bon, ça reste mis. Oui, que Los Angeles, tu veux dire. Mais par contre, c'est d'une efficacité rare. On a vu contre Charlotte match à Paris. Ouais. Alors certains disaient que c'était pas le meilleur des matchs. Ouais. Ils ont joué 3 quarts temps. D'un coup, ils ont dit bon les gars, on arrête. Là, ils ont détruit les Hornets. Mais quand tu regardes les matchs des Bucks, ils font ça. En fait, t'as l'impression que dès qu'ils décident on switch, ils sont injouables. Et pas que Giannis, hein. Middleton est très fort. Ils défendent le plomb. Ils ont un super entraîneur. Chacun dans leur rôle. Ouais. Hein. Mais moi, j'aime bien comment ils jouent. Parce que le coach, il faisait à peu près pareil, mais il n'avait pas les mêmes joueurs quand il était à Atlanta. Il n'avait pas Giannis, quoi. Voilà. Et Giannis, c'est un joueur qui est fort individuellement, mais il est aussi altruiste. Tu vois. Et bon, forcément, défensivement, c'est un monstre aussi. Il progresse dans le tir. Ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Et chacun joue son rôle à la perfection. Voilà, ils n'essaient pas de faire autre chose, chacun joue son rôle, et ça c'est l'une de leurs forces, ils sont disciplinés. Voilà. Absolument, autour de Giannis, ils sont hyper disciplinés. Ouais. Ils sont hyper disciplinés. Ça nous promet des playoffs et des futures finales NBA assez incroyables, que ce soit avec Minnesota, on peut imaginer que Toronto ou Boston même. Bien sûr, ou Miami. Ça serait une surprise, mais en tout cas, ça ne serait pas des finales au rabais. En tout cas, voilà. On a hâte que les playoffs commencent, c'est dans 2 mois. Oui, c'est dans 2 mois. Alors vas-y, fais-nous un petit prono là. T'en dis quoi alors? Moi, je vais essayer de rester cohérent avec ce que je dis. Moi, je pense que le pick and roll, LeBron James, Anthony Davis, avec les shooters autour, ça va être compliqué. Maintenant, c'est vrai que il va falloir mettre les tirs. Hein. Mais qui va s'y coller chez les Clippers sur LeBron? Bah Kawhi, tranquille. D'accord. Tranquille. Non, mais évidemment. Voilà, oui. Mais qui va s'écouler sur Kawhi aux Lakers? Après, par contre, c'est ça. Après, t'as Paul George ils vont se relayer avec Paul George et t'envoies Jamal Green. Bien sûr. Donc, ils ont 3 mecs. Beverley qui est capable sur les séquences de l'embêter. Ils ont 3 mecs pour un gars. Donc ça va être compliqué là-dessus. Maintenant, je te dis, moi, je trouve que les Lakers avancent plus sereinement. Alors, ils avaient peut-être besoin de ça après la saison Kata. Oui, mais les Lakers tapent tous les gens moins forts. Mais t'as pas les mecs qui sont à leur niveau. Donc ça, c'est inquiétant pour moi. Et ce qui est autrement inquiétant, c'est qu'ils n'ont pas réglé le problème de playmaking. Et surtout, comme Iguodala maintenant s'est barré en Floride, ils n'ont pas d'ailier pour défendre sur les ailiers des Clippers. Parce que le seul ailier, c'est LeBron. Parce que LeBron, tu peux pas lui demander défense sur Kawhi et mets-nous 30 pions. Tu peux lui demander. Tu peux lui demander. Mais t'es dans la merde. Non, mais voilà. Parce qu'il va pas jouer 48 et que quand tu vas envoyer les autres, c'est qui? C'est Avery Bradley qui est un super défenseur sous-dimensionné. Danny Green sous-dimensionné. Tu sais, je me suis refait le match de Noël. Danny Green, c'est l'enfant de Kawhi. Ils se connaissent par cœur. Mais quand tu connais par cœur, parfois, moi, je me dis que le défenseur va avoir des facilités. Tu sais, tu vas faire des petites interceptions et tout. L'autre, là, c'est tellement une machine. Il est là, il le poste, hop, un petit fadeaway. L'autre, il est petit à côté de lui et il peut rien faire.
Donc du coup, t'as Danny Green, après t'as KCP, t'en as plein, mais c'est des arrières. C'est plus des deuxième arrière que des 3-4. Et après, sinon, c'est Kuzma. Hein. Kuzma, gros, frère, je suis meilleur défenseur que lui et en NBA. Hein. Je pense sur le post-up, déjà, tu le bouges. Ah, je pense, ouais. Donc, les gars sont de la mouise, hein. Franchement, sur les match-up. Mais bon, ça, on en reparlera. Alors, du coup, vas-y, tu dis qui alors? Il y avait une triangulaire entre les trois. Une finale de conf à l'Ouest et une finale NBA. T'aimerais voir qui? Moi, mon joueur préféré, c'est LeBron, mais je mets quand même une pièce, pas sur les Clippers, mais sur les Bucks. Donc, finale contre eux. Donc les Bucks champions en finale contre les Clippers. Moi je dis c'est vrai qu'ils ont toutes les armes atomiques anti-LeBron. Hein. Ah ouais. T'envoies Kawhi, Paul George et Jamal Green. Et t'as un joueur ultime de playoff. Hein. En Kawhi Leonard. Giannis l'a jamais fait encore, il est encore jeune. LeBron l'a déjà fait, mais il vieillit. T'as un gars qui sort de playoff incroyable. Moi, je mets une pièce aujourd'hui sur les Clippers, en attendant ce qui se passera. Dites-nous dans les commentaires, vous, qui vous voyez en finale à l'Ouest et qui vous voyez en finale NBA et qui vous voyez champion, si comme Amara, vous voyez Giannis et les Bucks gagner 40 ans après Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar, d'ailleurs, on vous enverra une interview, parce que oui, on a interviewé Karim Abdul-Jabbar. Je lui ai fait faire un skyhook sur ma gueule, comme ça. J'ai eu un peu peur sur la retombée. J'ai eu un peu peur. Le premier, il met une brique énorme. Des papiers. Et la deuxième, je fais, non, il faut que tu marques quand même, ça craint. Et puis, il a mis le deuxième. On mettra ça la semaine prochaine, du coup, la semaine prochaine, First Day Show, qu'on aura tourné mercredi, parce qu'on part à Boston pour voir un super Celtics. Houston, tout à fait, Rockets. Et donc, on mettra le week-end prochain, donc le week-end du 1er mars. Parfait. Allez, on a fait le tour sur les Clippers et sur ce débat. On va maintenant s'intéresser à Paris, cette belle ville de Paris, et à son basket. On a enfin une équipe qui veut s'installer à Paris. On va parler tout de suite. Ici c'est Paris. Non. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Et oui, comme le murmurait mon ami Thomas dans mon oreille, ici c'est Paris évidemment. Alors moi en tant que Marseillais, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question, mais j'ai avec moi quand même deux purs produits du basket parisien. Alors avec plus ou moins de réussite pour certains. Oui, je dois reconnaître. Mais toi Thomas, tu étais, on le rappelle, formé donc au PBR. Mais toi Mara, tu es un pur produit parisien, mais pas du basket vraiment parisien. C'est un gars de Cergy. C'est un vrai parisien. Je m'explique, t'es un vrai parisien, t'es un mec de Cergy, mais t'es surtout affilié au basket parisien par ton tournoi 1 contre 1 à l'époque avec Nike et par le Quai 54. Exactement, ouais, ça c'est vrai. Et ça, le tournoi 1 contre 1 de Tony Parker, là, ouais. Je m'en souviens, moi j'étais vraiment petit, hein, donc c'était au Parvis de la Défense. Ah, t'es plus jeune que moi. Je suis 90, je suis vraiment plus jeune. Au moins 20 ans d'écart, Amara, faut pas déconner, non. Mais tu sais que nous, petits, donc du coup, j'étais à Paris et tout. J'ai un souvenir de ce tournoi, donc il y avait Tony Parker, Nike, machin, donc c'était lourd. Ouais. Et le fait que t'aies gagné, toi et tout machin, que tu sois parti aux États-Unis, que t'aies fait un contrat, on était là tous à se dire, on veut faire comme lui et tout, ça régale. Et puis après, on s'est rendu compte quand même que t'avais un physique un peu hors norme et qu'en fait, on pouvait pas te battre dans tous les cas. Parce que dans un tournoi de 1 contre 1, un 3-4 délié qui peut dribbler et mettre des tirs, tu peux pas le battre. C'est la règle numéro 1. Hein. Tu te souviens même de ce tournoi ou pas? Tu te souviens qu'il y avait Jonathan Barbézieux, qui aujourd'hui est un super videur de boîte au Boom Boom, qu'on embrasse et qui fait des livres et qui est acteur, Big John. Tu te souviens qu'il postait et qui se faisait siffler? Oui, je blaguais même pas. Lui. Il tournait son dos à tout le monde. Lui, c'était boum, boum, boum. Mais il avait raison, parce que je sais qu'à l'époque, ce tournoi, il y avait pas mal de pros qui avaient participé, mais ils avaient pris le truc à la légère. Donc, ils se faisaient sortir par des amateurs. Donc, moi, j'y allais fort, mais pas comme Jonathan. J'essayais un peu d'y mettre un peu de skis, mais c'est vrai que lui, il n'avait pas blagué. Et donc, tu avais gagné ce tournoi, et puis c'est surtout après aussi avec le Quai 54, tournoi que tu as remporté plusieurs fois, comme ton frère aussi d'ailleurs, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Il prend la relève, il prend la relève, ouais. Donc voilà, c'est en ça que aussi que tu es un basketteur parisien, mais il n'empêche que tu as été formé à Lasvel, à Lyon. Oui, c'est vrai, mais bon, moi, à la base, je sors du foot, mais c'est vrai que j'ai commencé sur les playgrounds parisiens. J'ai été formé à Lasvel, mais en parallèle, même au début de ma carrière professionnelle, j'ai toujours joué dans les salles comme Laumière. L'été ou à Carpentier. À Carpette. On mettait toujours les pendules à l'heure, là. Donc c'est pour ça que personne ne peut nous exclure du basket parisien, parce qu'on a quand même fait nos preuves. Alors, tu as fait une grande carrière en proie, enfin, feu la proie aujourd'hui, Jeep Elite. Et il y a une anecdote, c'est qu'il y a une époque, on murmurait ton nom en disant, mais pourquoi Amara ne tenterait pas la NBA? Et par le plus grand des hasards, ça a failli se faire et ça ne s'est pas fait pour pas grand-chose. Tu peux nous raconter cette anecdote? Écoute, ça ne s'est pas fait pour une histoire de visa, parce que à l'époque, c'était en 2009, le début de la saison 2009-2010.
J'étais à Dallas pour m'entraîner avec un coach individuel. Donc c'était des vacances, mais en même temps, on se préparait. Studieuse. Voilà, on se préparait individuellement. Et c'était à Dallas. Donc mon agent de l'époque, Bouna Ndiaye, qui résidait là-bas, je pense qu'il réside toujours là-bas, Elle est toujours là-bas. m'avait planifié des entraînements avec un coach. Ça se passait super bien, il m'avait appris pas mal de choses. Mais c'est avéré qu'il devait partir pour une semaine faire un colloque en Afrique. Donc il allait être absent pendant une semaine et j'allais pas pouvoir m'entraîner avec lui. Et à cette même période, il y avait Dallas qui reprenait ses entraînements. Donc comme il avait des contacts et que Rodrigue Bobois, qui venait d'être fraîchement drafté, était à Dallas, donc il m'a proposé de les rejoindre et de faire la semaine, enfin, dans un premier temps, un entraînement avec eux. Mais il n'était pas question de signature ni rien du tout. C'était juste histoire de m'entraîner et de voir un petit peu comment ça se passait. Bon, premier entraînement se passe super bien. On me dit de revenir le lendemain. Ça se passe encore mieux. On me dit de revenir le surlendemain. Franchement, ça s'est super bien passé. Et même à l'époque, Rodrigue, il me dit, mais arrête, calme-toi et tout. Parce qu'il voyait que je me laissais pas faire. Ça faisait du trash talking. T'avais dans un coin de ta tête de dire, non, je leur casse la gueule. Non, franchement, vraiment, tu non, parce t'entraînais. qu'il m'avait prévenu. Il m'avait Ouais, dit d'entrer. Non, il y a pas. Mon agent m'avait prévenu. Hein, c'est juste pour t'entraîner. Et il faut qu'il se débarrasse de 3 joueurs. Donc, il Parce n'y qu'une a opportunité pas de jouer, d'espoir. quoi. Ouais. Donc, et d'un côté, peut-être que aussi ça m'a permis de me relâcher parce que moi, j'étais vraiment là-bas sans pression, mais je voulais quand même montrer de quoi j'étais capable. Ça faisait du trash talking avec Sean Marion. Donc, il était pas content qu'un mec qui sort de nulle part vienne et lui marche dessus. Et Rodrigue, il voyait qu'il y avait de la tension. Il disait, Amara, calme-toi. Tu vois, c'est la star de l'équipe et tout. Hey, je m'en fous, moi. Tu vois. Donc, voilà. Donc, ça s'est super bien passé. Et puis, il y a le general manager qui va vers moi, Amadou Falgalo, qui me demande si j'étais d'accord pour participer au training camp. Il me demande ça comme s'il y avait un espoir que je dise non. Je dis, mais tu rigoles. Je dis, mais bien sûr que oui, tu vois, mais avec volontiers. Donc, j'ai fait. Ça, c'était un vendredi. Et on me demande de revenir le lundi pour faire tous les tests physiques. Franchement, ça a duré long. On arrive à 7h ou 8h du matin. Ils nous ont lâché à 14h. Ils ont fait les dents, tous les membres. Check-up Mais complet. c'était un truc de fou. Hein. Il y avait toute l'équipe là, par contre. Que ce soit Jason Kidd, Dirk, il y avait tout le monde. T'as dit à Stephen Brink que t'avais croisé Dirk Nowitzki en vrai? Tu l'avais Ouais, il essaie. D'ailleurs, ils sont super cool. Hein. Ils sont super cool. Et donc, j'ai fait tout ça. Et on finit vers 14h. Et puis, 3-4 heures après, il y a Bouna qui m'appelle, qui me dit qu'il y a un problème. Parce que je devais signer le soir même. Qu'il y avait un problème par rapport à mon visa. Parce qu'on n'avait plus le droit de faire. Parce qu'à l'époque, ils pouvaient. Mais ils avaient changé le règlement et je ne pouvais pas signer de contrat d'un mois. En l'occurrence, le VetCamp. Je ne pouvais pas signer ce genre de contrat parce qu'il me fallait un visa de travail. Mais Tu avais juste ton ESTA, en fait. Tu avais les 3 mois là, de vacances. Voilà, moi j'avais juste mon visa de 3 mois. Et pour pouvoir avoir un visa de travail, il fallait que j'ai un contrat garanti. Et ce n'était pas un contrat garanti qu'ils me proposaient. Donc malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et après là, parce que moi, la NBA, c'était plus dans ma tête à cette période-là. Mais là, j'ai vu que j'étais à 2 doigts, je touchais du doigt la NBA. Donc je me suis dit, ah non, il faut que je trouve une solution pour pouvoir jouer parce que je me suis frotté à ces mecs-là, j'ai vu que je pouvais. D'ailleurs, la preuve, ils ont voulu que je participe à leur training camp, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en D-League, mais je suis resté que 2 mois et demi parce que j'ai pas été patient. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû rester plus longtemps parce que 2 mois et demi, en fait, c'est rien du tout. Mais comme je refusais pas mal d'offres qui venaient d'Europe, Et que c'est mal payé en D-League. et que c'est pas payé, on va dire. Hein. J'étais en colocation avec 2 autres gars, ça se passait bien. Hein. Ça se passait bien, j'ai fait une plutôt bonne Ça fait des saison stats là-bas. en D-League. Ouais. Ouais, c'était bien, mais le problème c'est que mentalement, je pense que j'ai pas tenu parce que tous les 2 jours, il y avait une équipe qui était intéressée, des mecs qui venaient me voir, je faisais le taf, il y avait rien derrière, ah tu vas signer là, ah eux ils sont intéressés. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir passé 5 ou 6 mois là-bas, mais en fait, j'avais fait que 2 mois et demi. Donc, au final, j'ai dit, écoute, le prochain contrat qu'on me propose, peu importe où c'est, ben, je pars. Pourtant, le coach, il m'a presque supplié de ne pas partir. Il me dit que j'étais à 2 doigts de signer, que voilà, j'avais progressé en plus sur pas mal d'aspects et pas mal de choses techniquement, et notamment mon agressivité, tout ça, parce que c'est vrai qu'en Europe,
Alors, Dans le passing game, bah oui. beaucoup de Ah oui, passing bien game. sûr. Mais là, mon instinct dans la contre 1, il était ressorti et tout. Et je m'étonnais moi-même sur certaines séquences. Mais j'ai pas eu la patience d'attendre. Et voilà, je suis retourné en Europe et j'ai signé à Murcia. Mais pas- j'ai c'est pas de pas un regret. regret. Non, Non, j'ai c'est pas de pas un regret. regret. Parce qu'en fait, je me dis, moi, je suis croyant et je me dis que voilà, tout est écrit en fait. Hein. Ça se trouve, si j'étais resté toute l'année, personne ne m'aurait appelé. Ouais. Il s'avère que je suis parti dans mon équipe à 3-4 gars qui ont été appelés. Donc non, moi je me dis que c'est comme ça, parce qu'après il y a l'histoire du visa, Oui, par oui. hasard. Non, moi je me dis que c'était pas pour moi. Ça se trouve, c'était pas pour moi. T'allais Si j'étais allé finir, là-bas, ouais. j'aurais pété les plombs. Ouais, parce que tu serais champion avec les Lakers de coupe. non. Tu serais devenu pote avec J.R. Smith. Non, je me dis que c'est pas pour moi. Et après, je vais pas me plaindre, parce que quand je vois d'où je suis parti, comment j'ai commencé le basket, j'ai commencé à 14 ans. Il y a plein de joueurs qui étaient beaucoup plus forts que moi, qui me faisaient kiffer à l'époque, qui malheureusement n'ont pas eu de carrière pour X ou Y raison. Donc non, je vais pas me plaindre, Bon, Et puis- belle anecdote. Ouais, ça régale. Et donc aujourd'hui, te voilà au Paris Basketball de cette année. Et c'est toi un petit peu qui représente un petit peu la figure de ce projet d'enfin installer un club dans la capitale. Un Thomas, grand toi, club, t'es bien placé pour savoir qu'à Paris, avoir un club parisien de basket, c'est important. Et c'est un travail, ça fait longtemps que le basket a besoin d'un grand club à Paris. Absolument. Alors, c'est vrai que l'histoire de Paris Basketball, elle part de nulle part, puisque on a connu le PSG Racing, le Paris Basketball, le Paris Levallois, puis on connaît les histoires, bref, avec Balkany et ainsi de suite. Et justement, arrive ce club du Paris Basketball avec l'idée d'avoir non seulement un club, mais un grand club qui représente les Parisiens et la banlieue parisienne et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que quand on va au match, les enfants sont très mis en avant, parce que c'est comme ça que tu crées une culture au fil du temps. C'est-à-dire que le but, c'est que des adultes viennent voir les matchs, évidemment, mais c'est que les enfants, en grandissant, soient fans. Exact. Et que quand eux seront adultes, donc dans 5, 10, 15, 20 ans, soient réellement fans et amènent leurs enfants et qu'il y ait une culture qui s'installe. Et tout ça, effectivement, ça prend du temps. Voilà. Donc le club n'a qu'1 an et demi aujourd'hui, donc oui, tu peux pas imaginer faire de grandes choses, mais en tout cas, à moyen terme, avec une nouvelle salle qui va être créée pour les JO 2024, eh bien, il y aura une belle salle omnisport à Paris dans laquelle tu pourras amener du monde et créer cette fameuse identité qu'on rêve tous. Hein. Moi, j'en rêve depuis toujours, d'avoir un grand club avec lequel je peux m'identifier. Tu vois, Amara, toi, à Paris. quand le projet du Paris Basketball s'est offert à toi, comment t'as proposé les choses? On n'est pas juste allé chercher Amarassi qui sortait de Monaco. Non. Si on est allé chercher Amarassi, c'est parce que tu représentes, on l'a dit, ce basket parisien. Ouais, là-bas, c'est ce qui m'a séduit. Et c'est le discours qu'ils ont eu quand ils m'ont approché. Ils cherchaient quelqu'un pour représenter le projet. Et voilà, ils ont pensé à moi directement, parce que c'est vrai que même si j'ai jamais joué à Paris, j'ai quand même pas mal représenté le basket parisien. Donc ils avaient besoin de quelqu'un pour crédibiliser le tout. Ils ont pensé à moi. Donc moi, dans un premier temps, j'étais flatté. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose de grand. Parce que j'ai jamais joué à Paris, mais j'ai eu quand même des opportunités. J'ai été approché par le Valois 2-3 fois dans ma carrière. À plusieurs reprises, on était proche de trouver un accord, mais après, ça s'est jamais fait pour X ou Y raison. Et là, bon, j'arrive sur la fin de ma carrière, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et s'il y a moyen de faire quelque chose et que on arrive à atteindre nos objectifs, personnellement, ça serait une fierté pour moi d'y avoir contribué. C'est D'avoir le dernier été objectif, au début de quelque Bien chose. sûr, à la Au début de genèse. quelque chose, en fait, on va essayer de boucler la boucle, forcément. Bah ouais. Mais après, comme tu l'as dit, le club, il n'a que 1 an et demi. Et franchement, je ne vais pas vous cacher que c'est dur. Hein. Je savais que ça allait être dur parce qu'on m'avait prévenu. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Franchement. Tu veux dire que dans les résultats sportifs? Dans les résultats sportifs. Parce D'accord. qu'après, justement, j'en parlais tout à l'heure en venant. C'est vrai que je pense que tout ce qu'il y a autour du terrain, c'est très bien fait. Je pense qu'il y a une vision, c'est dynamique, c'est jeune. Ils sont dans l'air du temps par rapport aux réseaux sociaux. Il y a une identité qui se crée autour du club qui commence à être de plus en plus forte. Et ça, franchement, il faut continuer dans ce sens-là.
Et après, c'est à nous maintenant faire d'assurer sur le terrain. D'assurer sur le terrain. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Même s'il y a du mieux depuis quelques semaines, le chemin il est encore long. C'est vrai que c'est important Après, et on le dit tout le temps. La Alors, Pro B est un championnat Il y a, hyper il y a- il y a difficile, ce tout à fait. projet, et tu le disais, quand on va à la salle, il y a une vraie identité. Et puis c'est vrai que les enfants sont mis au cœur. Les temps morts, les mi-temps sont superbement animés. Il y avait ce match à Bercy Ouais. C'est important qui a attiré quand même, Ouais, c'est vrai. beaucoup de monde. Et puis, qu'on le veuille ou non, alors nous, le Valais, on est juste à côté. Il y a le Valais juste à côté. Nanterre, c'est un peu plus loin. Mais avoir un club dans Paris, le vendredi soir, tu peux aller dans Paris voir du basket pour les amoureux du basket. De haut niveau. Et quand tu y vas avec tes enfants, mais c'est ça aussi qui est bien, moi je vois les petits, ils passent un bon moment. Et ça, c'est déjà en soi une première victoire. Après, pour revenir aux sportifs, mais la Pro B, c'est un bourbier. Ah, c'est un bon. C'est très. Non, mais Oui, bah oui. Non, mais c'est C'est un très compliqué. bourbier. Bah oui. C'est pas un bourbier, c'est un bourbier. Parce que moi, on m'a prévenu. Hein. Mais là, franchement, j'ai vu des trucs. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup combien d'équipes veulent monter chaque année en Pro B? Trop. Mais même pas contre ça, c'est vrai qu'après, même au niveau de. Après, je veux pas dénigrer le championnat, mais c'est vrai Il que. te reste des matchs à jouer, calme-toi. Hein. Non, non, pas sur l'arbitrage, je parle plus de. Ouais, c'est pas le même basket en fait. Il y a des choses que ton coéquipier voit, toi tu vois les choses autrement. Donc après, moi, c'est vrai que moi j'ai toujours eu l'habitude d'évoluer dans la majeure partie de ma carrière dans des équipes qui jouaient les premiers rôles, où ça jouait bien au basket, on se comprenait, il y avait de l'expérience et tout. Là, on est quand même un groupe jeune, on fait pas mal d'erreurs, qu'on reproduit un peu trop souvent à mon goût. Mais comme j'ai dit, depuis quelques semaines, il y a du mieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent que il y a une progression, on commence à voir le bout du tunnel, comme on dit. Mais voilà. Tu parlais d'une équipe jeune. Paris Basketball a aussi fait le pari de prendre des jeunes futurs prospects Ouais. NBA. C'est le cas. Il y avait notamment Juan Bégarin, le frère de Jesse, On embrasse, hein, évidemment. avec la génération de Thomas, génération Il est Nicolas plus vieux, il est Batum, plus vieux. championnat d'Europe, et Tutti Quanti, qui lui aussi est un prospect pour aller d'ici 2-3 ans, pourquoi pas en NBA. Ouais, bien Donc il sûr. y a aussi ce pari de la jeunesse. C'est dur en même temps de dire on veut monter, on va avoir des résultats, et en même temps on veut produire des jeunes pour les envoyer à NBA. Ouais, c'est très très dur parce qu'en fait, c'est des jeunes, mais pour parler du cas de Juan, on a 21 ans d'écart. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais Ça c'est peut vraiment exactement être ça. ton fils, Mais c'est ouais, exactement bien ça. Il pourrait être mon fils. C'est extraordinaire. Mais donc, ils sont vraiment, vraiment très jeunes, même s'ils sont pleins de talent. Forcément, nous, à 17 ans, on est à des années-lumière de ce qu'eux peuvent produire aujourd'hui. Mais ils ont quand même pas mal de retard par rapport à la compréhension du jeu et tout ça. Donc, c'est pour ça que nous, on doit les accompagner dans ce sens-là, parce que les qualités physiques et techniques, ils les ont. Mais ils ont que 17 ans et leur marge de progression, elle est énorme. Justement, toi, ton rôle, il est archi important là-dessus par rapport à ton vécu. Ouais. Mais moi, j'ai jamais eu affaire à un coéquipier qui a 21 ans de moins que moi. Justement, c'est nouveau. Donc, comme, c'est tu nouveau. savais que tu allais avoir affaire à ça. Oui, je savais, mais c'est pour ça qu'il faut que moi et les autres cadres dans l'équipe, il faut qu'on arrive à mettre notre frustration de côté. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont que 17 ans. Tu peux pas lui demander comme s'il avait pas tout lui 25. demander. Ils peuvent pas Bah comprendre les choses comme nous, parce que nous, à 17 ans, on était loin du compte, on n'avait pas leur niveau, que ce soit. On l'a jamais eu. D'ailleurs. Moi, je l'ai soit- jamais eu perso. hein. que ce soit techniquement ou même au niveau de la compréhension basket. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à prendre ce recul-là. D'être le relais du Voilà, coach voilà. aussi. Pour les accompagner. Même si sûr. ça prend plus de temps qu'on l'aurait souhaité, on a choisi de s'embarquer dans cette aventure-là. Donc il faut qu'on prenne, enfin moi en l'occurrence, que je prenne plus ce rôle à cœur, même si j'y mettais beaucoup d'énergie, il faut que j'en mette encore plus, tout simplement. Aujourd'hui, vous êtes 12e de Pro B. Il y a un dernier push à faire pour espérer accrocher les playoffs. Exactement. C'est paradoxal puisque on perd beaucoup de matchs, mais la Pro B est un championnat qui est vraiment dense. Bien sûr. Et on est 12e, mais on a 2 matchs de la 5e place. Tu fais une série, tu te replaces, quoi. Voilà, tu fais une série, tu peux te replacer. Donc, nous, faut pas qu'on pense en termes de série. Il faut qu'on. Voilà, c'est bateau de dire ça, mais il faut qu'on Match prenne les après matchs. Voilà, Les tu 3 connais, points. hein, les 3 points, comme au foot. Il faut prendre le match les uns après les autres. Mais là, c'est encore plus Bah vrai oui. pour nous, tu vois. Et pour le coup, là, c'est pas bateau de le dire. Il faut vraiment qu'on pense comme ça et qu'on approche les matchs de cette manière-là. Et comme j'ai dit, on progresse et les résultats sont au rendez-vous actuellement. Donc il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Et ça ne peut qu'aller mieux de toute manière. Comme j'ai dit, que ce soit en termes d'individus ou sur le point de vue collectif,
on progresse vraiment. Et je pense qu'on peut vraiment faire une grosse deuxième partie de saison. Ah bah écoute, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et on viendra vous voir, hein, on vient régulièrement. Bientôt, là. Il y a une Le grosse 7, affiche. juste, je voulais dire, tout à l'heure, on bah. parlait des prospects à NBA, donc on a cité Juan Végarin. On va pas oublier non plus Ismaël Kamagaté, qui là, pour le coup, moi, entre le premier match que j'ai vu cette saison et le dernier match que j'ai vu, c'était à Bercy. C'est vrai. Il est une progression assez incroyable, notre ami pivot de 2,11 m, tout timide. Mais par contre, sauf quand il est sur le terrain, je trouve qu'il il a énormément progressé. Donc je voulais évidemment oublier personne. On voit aussi sur la photo le fils de Yann Barbiche. Barbiche aussi dans ce registre qui est très intéressant. De toute façon, on a trois très gros potentiels. Trois très gros potentiels. Ils vont y arriver, je pense. Ils vont faire s'ils gardent la tête sur les épaules, si voilà, ils continuent à travailler, je pense qu'ils vont faire de très grosses carrières. Je m'en fais pas pour eux. Donc on disait le 7 mars, samedi. À Carpentier, donc reçoivent mon ami Benjamin Monclar, le fils de Jacques, qui est premier avec Blois. Donc ça sera un gros match et une belle perf à réaliser pour justement continuer ce run vers les playoffs, s'offrir le leader à domicile. Voilà, donc rendez-vous. Nous on y sera en tout cas. Rendez-vous donc pour les amoureux du basket et du basket parisien. Rendez-vous le 7 mars à Carpentier. On va peut-être faire gagner des places. Ouais, bah oui, écoute. MP, on va faire gagner des places. Allez, voilà, on va faire gagner des places donc, sur le réseau pour faire venir un maximum de monde pour cette affiche. Maras, c'était une belle présentation de projet. Ah, franchement. Oui, on n'a même pas cité le propriétaire. Le professeur, oui, il y a David Kahn, accessoirement, Bah, qui est président et qui est l'ancien donc, GM des Minnesota Timberwolves et des Indiana Pacers aussi. Et des Pacers. Donc une figure de la NBA qui est à Paris pour ce magnifique projet. Donc voilà, à suivre. Et on leur souhaite évidemment le meilleur. Donc rendez-vous le 7 mars face à Blois. On passe au quiz. Allez, chaud Amara. Allez, c'est parti, le Tom pour le quiz. Je sais pas pourquoi je suis en fou rire déjà. Allez, c'est l'heure du quiz. Messieurs, vous êtes prêts? Oui. J'espère. Bon, on sort d'un très beau All-Star Game. Du coup, j'ai un peu orienté mon quiz vers le All-Star Game. Et pour avantager un peu à Marassi, je suis allé dans les années 80-90. Très bien. 80, je vais loin lui. Non, 90-2000 en plus. Ah, d'accord, merci. T'avais 108 ans. 108 ans. On va commencer. On n'a pas reçu Richard Dacoury. C'est grave, attends, c'est un forceur lui. On m'a dit qu'il avait 57 ans, donc je suis allé checker un peu. C'est un forceur, attends. On va aller sur le All-Star Game 97. Très bien. Ah, ça Il y avait deux équipes, donc Est et Ouest. 97, c'est où? C'est à Cleveland? Non. Tu demandes Atlanta. des infos. Oui, Atlanta. Ne l'écoute pas, s'il te plaît. Vas-y. Et je vais vous demander les 5 majeurs. Ah, tu fais même pas les Donc rosters. 10 joueurs, on fait. On a 10 joueurs. Ouais, on a 10 joueurs en tout. On va commencer par l'Est. Ah ouais. Et vous allez faire chacun mon tour. Commence, hein. Je te laisse commencer, évidemment. Michael Jordan. Michael Jordan, oui, c'était sa 11e sélection. Ça, toi, 97. Dans le 5. Dans le 5 à l'Est. Oh putain. Est-ce qu'il n'y a pas le Shaq? À l'Est, Bah oui. c'est déjà... Non. Bien joué, Ronald. Ah, vas-y. Putain, C'est juste un mec tu fais qui pas va- kiffer aller, il y a des En vrais gars. 96 aux Lakers, hein. Bien. Putain. Non, il y a Grant Hill. Bah t'es sérieux là, oh. Ah, ça va, tu vas pas perdre des Allez, il y a premiers. Grant Hill, on lui donne. Quoi Non, Oui, mais oui, Il je suis cherche désolé. à l'Est en 97. Alors que l'autre il part en 96 aux Lakers, Ouais, c'est moi le donne. Je c'est moi la Tu te fous présentation. ma gueule? C'est moi la présentation de C'est l'équipe. pas de vrai. l'émission. Ah, je cherche Merci, là. Tom. Ok, à moi alors, ce que tu Oui. me donnes. Scotty, bien sûr. Allez, il en reste 2. Qui c'est à l'Est. qui est pivot? Il reste un Pivot guard meneur. et un pivot. Un vrai pivot. Ouais, je sais Ouais, que je pense que tu l'as. À l'Est. Un vrai pivot à l'Est. Je vais devoir faire un décompte. Hein. Ah, c'est bon. Dikembe Mutombo. Eh ben non, c'est faux. Ah, bah non, il est à l'Ouest. Non, il est à Denver. Ah, Denver, bah c'est à l'Est. Hein. Non, en 96, il n'est pas à Atlanta? En tout cas, il est pas là. Allez, Ah, il est pas là, Merci non. les gars. Bien, à toi, Erwan. Ah non, t'es éliminé, non? Non. Non, allez, vas-y. Moi, je Darwin. C'est le pivot à l'époque. Allez, les gars, oh. Allez. Attends, tu l'as toi? C'est Bah, ça. J'en ai un dans la tête. Mourning. Mais non, Non, pas c'est tes faux. wings. Pas tes wings, Ah ouais, gros. vous êtes sérieux, là? 11e sélection. Putain. Combien 11e en plus. 11e sélection. Ah ouais, pas de Et il wings, reste putain, un dernier. Et un dernier, c'est un D'accord. meneur de jeu de la conférence Est. J'ai envie de dire Terrell Brandon. Non. Bah, c'est peut-être Il y en a eu 2 très connus dans la NBA. Jeune Kid. Non. Des Un meneur Hardaway. Anferni Hardaway. Ah, c'était. Ah ouais, Penny, on Ah, est 4. ah, mais elle est dure. hein, c'est Non, dur, non, hein. non. Spécialiste avec Allez. 90. À Bah, l'ouest, l'Ouest. à l'ouest, c'est un peu plus simple. Ah ouais? En Ouais. 97? Allez, je te laisse y aller. Vas-y, Amara. Bah, chaque. Oui. Allez, c'est faux. Alors, vas-y, Erwan. Il est pas dans le 5? Ah non, il est pas dans le 5. Ah ouais? Alors, on te redonne une chance. Allez, on te redonne une chance. Shaquille O'Neal, il est pas dans ça. Non, il est pas dans le 5. Mais c'est En qui- même qui temps, était il meilleur y que a lui des vrais gars. Hein. Ah, si je À l'Ouest. Oui. Ah oui, à l'ouest. Barclay.
Un gars plutôt sérieux vu que c'est sa 12e sélection. À l'ouest. En pivot? Ouais. Ah oui, bah, pivot de l'Ouest, oui. Bah. Karl Malone. Oui, il est bon, mais c'est pas lui. C'est faux. Non, pas dans le 5. il y est pas Il du tout. doit y être. Mais t'aurais dû faire les rosters. C'est Olajuwon. Olajuwon, bien sûr. Charles Barkley, Oui. à Houston. Allez, il reste 2 arrières Ok, vas-y, on et un forward. On est en 97. On est en 97. Draft 87. 97, il y a une équipe qui marche pas mal. Ah ouais, Sean Kemp. Ouais, je la prends parce qu'il est sûr. Sean Kemp, très bien. Et je prends Gary Payton. Et tu avec. prends Gary Payton. Bah oui, parce que Prends-le. sinon, on va jamais Ah oublier. bah, en fait, lui, Il c'est le reste plus un jeune. dernier gars, un vrai meneur. Stockton. Stockton, bien Allez, sûr, c'était merci. sa deuxième Dans le sélection. 5, Stockton. Bah, Ouais. ça peut lui arriver. Sa deuxième sélection. Bravo Thomas, t'as survolé le Ah quiz. ouais, Ouais. merci. hein. Heureusement qu'on devait être bon sur les années. Putain, C'est le plus jeune qui Ouais, s'en sort le là, mieux. je m'en veux vraiment, j'ai Ouais. pas été bon. Hein. Bah, c'est pas très grave. Tu vas te rattraper là-dessus parce qu'il y a eu 17 joueurs qui ont été All-Star dès leur première saison NBA depuis 1980. Wow. Pareil, Dur, on ça. part sur une énumération. C'est dur, mais. Oui, non, enfin, il y a c'est que vrai. les noms évidents, j'imagine. Allez, Amara. Allez, Amara, vas-y. Alors, All-Star dès sa saison rookie. All-Star rookie. Kevin Garnett. Non, il arrive à 17 ans. Non, C'est je peux t'en laisser un autre si tu veux. trop jeune, il arrive très Bah alors, Karim Abdul-Jabbar. Depuis Non, j'ai dit 1980. depuis les années 80. Ah, 80. Oh là, mais les gars. Il y a 2 vrais gars qui arrivent en 80. Disons qu'il y a des évidents quand même. En 80, il y a 2 mecs qui arrivent. Patrick Ewing. C'est 85. Patrick Ewing, il est là. là. 85-86. J'en suis assez vrai pour les autres. Vas-y à toi. Vas-y, à toi. Moi, Grand Hill. Bien sûr. Oui. Bah, du coup, Magic Johnson. Avec des trucs. Bien sûr, Magic. Larry Bird, donc. Larry Bird, ouais. À toi. Bah, il avait pas perdu. Ah, hein. pardon, merci, excuse-moi. Bah, du coup, Larry Bird est T'as un autre mec Attends, je vais dire un autre mec. Vas-y. Il y a 2-3 mecs, je pense, qui sont vraiment évidents. Genre, Ouais, Costa, ancestral. Première sélection dès la première année. Hein. Des mecs qui jouent en Jordan, tu vois. Ouais. Et qui porte même le nom, c'est ouf. Jordan, il a été. Jordan en 84-85. Michael Jordan. Voilà. Vas-y. Michael Jordan. Vas-y, Thomas. Tu Toi. sais, je voulais Ah, pas c'est le dire. moi. Bah, parce Ah, qu'il oui. a dit ouais. Larry Bird. Tim Duncan. Oui, 97-98. De fou, ça. Putain, il y en a 17. Il y en a 2 après Duncan. Moi, j'en ai un autre là. Rookie, californien, vainqueur du concours de Est-ce dunk. que Olajuwon, il est pas All-Star dès sa saison? Si. Voilà. Bien bravo. sûr. 85. C'est à toi, Mara. Avec Michael. Kobe. Non. Non. Éliminé. Non. Tous les mecs Moi, qui sont j'ai, draftés à 17 ans, c'est. Moi, j'ai Blake Griffin. Blake Griffin, oui. Moi, je Vous êtes fort. Hein. vais essayer David Robinson. Oui. Oui, 90. Ah, C'est gamin. Il reste. Il en reste combien là? Non, mais là, j'en vois 3 énormes pivots. 3 énormes pivots. Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo, Oh, 92. Lui-même, tonton. 3 énormes pivots. Est-ce que Mourning fait partie de ces énormes pivots? Le Shaq, on l'a dit ou pas? Non, j'ai pas dit. Le chat qu'on l'avait pas dit, allez. Shaq, Parce que Morning. Chaque il se fait martyriser d'ailleurs. Ouais, grave, ouais. Ils l'attendent à Minneapolis, il se fait martyriser. Yao Ming. Yao Ming, oui, Ah oui. bien joué. C'est les deux après. Bon, là, c'est fini, là, non? On en a combien? Ah, il en reste 4. Allez, vas-y, Erwan. Vas-y, Erwan. Quel poste? On voit des Il postes. en reste Vas-y, 4. lâche un blaze, Erwan. Lâche un blaze. Ouais, Il y a un meneur. Donne les Benyard indices. Daoui, j'ai envie de dire. Non, il y est pas. Non, allez. Un meneur. Allez, un meneur pour finir. Je peux même te donner l'année pour t'aider. Nash. Ah, bah oui. Dis. Non. Année 82. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, Ouais, bien sûr. Bravo. Et bon, on n'a pas J'aurais jamais Ouais, après, trouvé. il y hein. avait Buck Williams, Buck. Buck Williams, wow. Ouais. Bill Cartwright, Ah ouais. Bill Cartwright, Kelly Tripucka, Ah ouais, bien sûr. il a été All-Star lui? Ralph Thompson. On aurait Ouais, jamais il a trouvé. été All-Star avec les Nets. Tripuka, on dit c'est un nom de cocktail. Et voilà, c'était tout. Vous Bah, en étiez fait, on pas a trouvé mal. tous les plus C'est connus. évident, ouais. Une Bill petite. Cartwright, c'est incroyable, hein. Ouais. Avec les Déjà, Knicks. Allez, vas-y. déjà 2 points pour toi. Petite question historique très rapide. Vas-y. Quel joueur a réalisé le plus petit score all-time au concours à 3 points? C'est un russe. Non, c'est un vrai gars. Paul Vrai. George. Non, Je crois c'est qu'on l'a faux. vu en live. Ouais. Ouais, Quelle année? c'est récent. C'est dur, hein. L'année 90. L'année L'année, c'est 90.
Dans les années 90, c'est Michael Jordan. C'est Michael Jordan. il fait 9. Putain. Non, il fait 5. Ouais, il fait un- 5 points. Jordan, il fait Mais 5 il est points. honteux le coup. Bah, en même temps, oui, il met 5 points, donc oui, il est honteux. Hein. Michael Jordan. Bon, bravo Thomas qui survole ce quiz Ouais, All-Star. c'est la force. Ah, mais en fait, moi, je soupçonne La de. triche. D'avoir, voilà. Tu vois un peu les clins d'œil comme ça. Ouais, c'est pas possible. Les mecs sortent Jordan comme ça, normal. Non, mais c'est vrai, connaît, Jordan, gros. il avait fait le concours à 3 points, il avait été 5 honteux. gros. 5. Il y avait un russe qui était venu aussi, Et à il y l'époque, avait il avait qu'un- invité, il y avait il qu'un- avait été il y avait honteux, il avait fait 7 ou un truc comme ça. Très bien, on finit avec le qui suis-je. Allez, Allez, vas-y. Bon, tout Si, est remis le à mec qui zéro. trouve le qui suis, a gagné. Il a gagné, Ouais, merci, ouais. allez. Là, c'est 4ème carte. Allez, Money time. exactement. je suis né le 28 avril 1982. Une très belle année. Tu J'ai m'étonnes. donc 37 ans et j'ai pris ma retraite il y a 4 ans. Tony Parker. Non. Il est- Ah, pas grave. On peut arrêter le quiz maintenant. hein. Et je, En passe, même temps que j'ai répondu, tu l'as dit. je passe par une petite fac Ouais. où je reste 3 saisons. Je la dis pas, c'est voulu. Hein. Je tournerai en moyenne à 15,1 points et 8,5 rebonds. Ah ouais. Je me présente à une draft au début des années 2000. Une vraie draft. Je suis sélectionné en 6e position par les Clippers. Je m'impose directement. Kaman. Non. Chris Kaman, ça vient très très Quel rapidement. bâtard, Eh oui, putain. je voulais pas donner l'année de la draft, mais bon. Ah, non, là, il a J'ai la survolé. haine. Et là, entre Jared Jack, la T'es un dédicace. ouf. Comment t'as trouvé ça? C'est mon métier, gros. Ouais. All-Star en 2010. C'est quand quoi même. sa fac à ce chien là? Bah tiens, j'ai oublié de la noter. Attends, je vais te la chercher tout de suite. Putain, Chris Kaman, Kaman. tu m'as eu vite comme ça là? 2003. Je sais que c'était un 82, un pivot, 15 et 8, fin de carrière tôt. Ah oui, Central Michigan. Ah ouais, moi j'aurais pas eu ça. Bah très bien, bravo Tom, hein, c'est un Bravo. super quiz. Bah, bravo à toi. Ah bah merci. Putain. Ah, ça y est, avec une question. Ouais. C'est très bien. Ça fait 1 heure qu'on est là, gars. T'es entraînement, Mara, frère. Bon, bah, tu reviendras faire un quiz en tout cas. Ok, sans problème. On fera une spéciale quiz avec Stephen Brun et tu viendras. Et je t'enverrai Ah, les c'est questions. pas les triches. Et voilà, on va les questions surtout, c'est ça le plus important. Amara, merci d'être venu, c'était très cool. Ouais, merci pour Vraiment. l'invitation, hein, Et c'était puis, sympa. et puis on viendra te voir au Paris Basketball à la Halle Carpentier et venez vous aussi supporter le Paris Basketball. D'ailleurs, merci à Paris Basketball de t'avoir libéré pour venir. Voilà, il y a des. Qu'est-ce qu'on avait rajouté au-dessus de ça? Bah Non, rien qu'on est de tout cœur avec eux, hein, vraiment. Nous, on trouve ça vraiment important, au-delà de, tu vois, on n'est pas là pour faire des courbettes et tout, mais pour nous, c'est important qu'il y ait un grand club à Paris à terme, et si c'est basketball, tant mieux, avec dans le coin de la tête l'Euroleague qui devient de plus en plus unique fermé. Alors, 2 clubs français en Euroleague, ce serait important, et ce serait encore plus important que ce soit un club parisien. Et puis moi, c'est le Ça, seul. je fais pas offense à tous les autres clubs qui régalent, hein, en Puis, France, hein, puis mais- moi, ça serait le seul club parisien que je peux supporter, donc vendu. autant y aller. Voilà. Ouais. Ouais, mais c'est le basket, pareil, ils m'en Ouais, voudront c'est pas pas. pareil, c'est Alors pas pareil. Paris, j'étais ravi mardi soir. Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci à Mara, merci à Paris Basketball, merci à Tom, merci à Paul en régie qui régale. Et puis on vous embrasse tous. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.